Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une proposition que vous allez probablement trouver très intéressante. Bref, il s'agirait d'analyser le travail de la magistrature en ce qui a trait au traitement des dossiers en protection de la jeunesse qui sont demandés par les DPJ. Notre questionnement visera à étudier une crainte de partialité chez les juges nommés par les ministres de la Justice du Québec. Donc, pour en arriver là, prenons le concept de départ. Donc, en 1976, la Cour suprême a défini l'analyse de la crainte de partialité suivant des critères qui avaient déjà été précisés par la Cour d'appel précédemment. Ce critère se fonde sur la préoccupation constante qu'il ne faut pas que le public puisse douter de l'impartialité des organismes ayant un pouvoir décisionnel en considération de l'intérêt public. Dans notre cas, il s'agit d'étudier la question de la Chambre de la jeunesse et des juges qui la composent, et aussi de l'action du DPJ à cette cour de la Chambre de la jeunesse. Et si je vous dis ça, c'est qu'après avoir regardé un ensemble de décisions, c'est plutôt rare que la Chambre de la jeunesse ne donnera pas à la DPJ ce que la DPJ demande. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « the test of bias ». Ce critère-là, pour déterminer ça, s'énonce comme ceci. La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait qu'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Donc, pour suivre ce critère de la Cour suprême, il consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Autrement dit, l'examen et le traitement du dossier que je vous propose, est-ce qu'il est de nature à soulever chez une personne raisonnable et sensée une crainte raisonnable de partialité? On a défini que les motifs de crainte doivent être sérieux, mais toutefois que le critère ne doit pas être celui d'une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne. En somme, en vertu du critère établi par la Cour suprême, nous, en tant que citoyens raisonnables et sensés, nous possédons toutes les aptitudes requises à l'étude de ce dossier. Et nous sommes les personnes les mieux placées pour procéder à l'analyse d'une telle crainte si elle existe, et ce, dans l'intérêt public. Donc, c'est le critère de la Cour suprême. Il s'agit d'être des personnes raisonnables et sensées et être bien informées, ce qui est le but de la petite mini-série que je vous propose aujourd'hui. Donc, sans s'y limiter, je compte vous présenter divers aspects pertinents au dossier. Donc, premièrement, une introduction sur certains concepts et principes fondamentaux pour faciliter notre étude et notre bonne compréhension de la chose judiciaire. Regardez le processus de nomination des juges. Regardez l'évolution récente et l'ampleur de la judiciarisation. Le taux de demande du DPJ qui sont accueillis ou rejetés par la magistrature, les disparités régionales en protection de la jeunesse, une étude budgétaire de la judiciarisation par la DPJ, donc ça coûte combien tout ça, une étude comparative sur la nomination des juges, une étude du cas de la juge Ruffo, qui a été démise de ses fonctions suite à plusieurs plaintes provenant notamment des DPJ. Tout autre aspect pertinent dans le cours de ce dossier-là au fur et à mesure qu'on va avancer. Par contre, je pense qu'on devrait se limiter et utiliser uniquement des sources de données fiables.
c'est-à-dire des données qui vont provenir des ministères de la Justice et du ministère de la Santé, par exemple. Donc, je parle des bilans annuels des DPJ, des rapports annuels des organismes, incluant ceux de la Cour du Québec, de l'aide juridique, de la Commission des droits de la personne, et notamment les rapports statistiques AS 480 et les rapports financiers AS 471 qui sont produits par les DPJ et les centres intégrés annuellement pour être remis au ministre de la Santé. Pour y arriver à se débrouiller à travers tout cet ensemble de données-là qui sont fournies au ministre, j'ai utilisé aussi le manuel de gestion financière du ministère de la Santé, puisque ce manuel définit les statistiques qui sont présentées dans les rapports AS 480 et les données financières qui sont présentées dans les rapports AS 471. Par ailleurs, il y a le site de la SOCIJ et le site CanLII qui est son pendant canadien où on peut retrouver l'ensemble des jugements qui sont rendus. Et même si les jugements sont caviardés en protection de la jeunesse, il en demeure pas moins que le nom des juges est toujours là et le nom des avocats aussi qui sont mis en cause. Ensuite, il y a des rapports d'enquête pertinents qui sont produits par des organismes d'État ou des commissions d'enquête comme la commission Bastarache par exemple. Par ailleurs, j'ai aussi fait une demande d'accès à l'information à tous les centres intégrés de santé de la province de Québec pour obtenir des copies des bilans régionaux des directeurs de la protection de la jeunesse, puisque le mois dernier, j'ai constaté en fouillant sur mes sources habituelles sur Internet que une bonne partie des rapports avaient disparu. Et je me suis adressé à la commission Laurent pour obtenir copie, pensant bien entendu que la commission Laurent, pour étudier cet immense dossier-là, avait entre les mains les bilans et les rapports d'activité des DPJ régionaux. Toutefois, la commission Laurent m'a répondu qu'elle n'est pas autorisée à me transmettre ces documents-là. Donc, suite à cette analyse exhaustive et cette prise de renseignements, on pourra éventuellement faire un sondage pour savoir c'est quoi la position des personnes après avoir été bien informées, toujours dans l'esprit qui résulte de la norme juridique qui a été établie par la Cour suprême du Canada. Je vous invite à suivre attentivement cette petite mini-série et de participer également à l'analyse sur l'impartialité des décisions qui sont rendues par la Chambre de la jeunesse. Donc, les décisions en vertu de la LPJ, la Loi sur la protection de la jeunesse, pour des mesures de protection, la révision des mesures de protection, les décisions d'adoption, les décisions de placement des enfants en famille d'accueil et en famille de protection, ou sinon en foyer d'accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadaptation, et aussi des décisions en droit de la famille et des décisions sur les jeunes contrevenants en vertu de la LSPJA. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Les Papas en Action. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au plaisir.